Voilà, donc dernier live sur ce stage en distanciel avec Mustapha qui va vous présenter le membre pelvien, ce que vous avez fait hier sur le membre thoracique. Et voilà, donc bon cours on se voit tous lundi. Je vous donnerai quelques informations sur le groupe pour la rentrée lundi. Juste, Mustapha, n'oublie pas d'accepter les gens sur la liste, la salle d'attente. D'accord. Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous arrivez à voir la diapo? Et est-ce que vous m'entendez bien? Oui, D'accord, merci. Aujourd'hui, on va faire le cours de mon pelvien. Donc, comme hier, on va faire des révisions et on va voir des annales. J'espère que ce format-là vous a plu. Sachez que mon pelvien, c'est un cours que vous allez voir dès le mois de septembre. Ok, les plannings changent chaque année. Cette année, vous allez faire cours de mon pelvien. Je me sens que ce soit le 14 et le 16 septembre avec le professeur Chansor. Le cours de membre pelvien, membre thoracique, c'est un cours que je ne vous présente plus. Vous connaissez, vous les avez vus et revus. C'est des cours normalement qui doivent être maîtrisés. Là, ça doit être juste des rappels. On va directement commencer avec le cours, avec quelques rappels. Voici donc le membre pelvien, ou aussi appelé le membre inférieur. Celui-ci comporte quatre segments. Ok. Ça, c'est dit dans le cours de membre pelvien, donc dans le poli. Alors, vous allez avoir le premier segment qui va être ici la, la hanche, ici la cuisse, là vous allez avoir la jambe et là vous allez avoir le pied. Ok, donc attention ici, ce qu'on appelle la cuisse, nous communément, ce n'est que ce segment-là. C'est un petit peu comme hier avec le bras. Vous savez, le bras l'histoire du bras et de l'humérus. On nous dit que l'humérus c'est l'unique os du bras. Ben là c'est pareil. Ok, l'unique os de la cuisse c'est le fémur. À comprendre aussi que ce cours-là, c'est un cours qui est très similaire au cours de thoracique. C'est juste les termes qui changent, mais sinon, enfin, il faut aborder le cours de la même manière. Ok. C'est des cours qui sont assez simples lorsqu'on les revoit bien. Prenez bien le temps de les comprendre pendant la pré-rentrée, parce que c'est du temps que vous allez gagner par rapport à ceux qui vont commencer à travailler en septembre. Ensuite, pour revenir au cours, dans le cours d'ostéologie, celui que vous avez fait au tout début, donc le premier cours, on vous disait que le membre supérieur et le membre inférieur sont divisés en six parties. Ok. Donc, à bien noter, dans le cours de membre pelvien, on parle de quatre segments, dans le cours d'ostéologie, on parle de six parties. Quelles sont les six parties? C'est ça va être ici l'os coxal, ensuite ça va être la hanche, ça va être la jambe, la cuisse avec le fémur, ça va être le genou, l'articulation du genou, ça va être donc la jambe, ça va être la cheville, ça va être le pied. Donc ça, c'est pas une contradiction, ok, mais c'est une différence qu'il y a entre ces deux cours. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont différer d'un cours à l'autre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter ces différences-là quelque part comme ça, vous les voyez, vous les avez devant vous, et vous les avez vues, vous ne pouvez plus jamais vous tromper, ok? La prochaine fois, si vous voyez que on vous demande quelles sont les six parties, bah, ça ne sera pas un piège, ok. Faut pas mélanger avec les quatre segments. Ensuite, attention à bien faire la différence entre os coxal et bassin. Ça, c'est toujours un rappel de cours d'histologie, mais c'est toujours bon à apprendre. L'os coxal, c'est celui-ci, ok? C'est un os, c'est l'unique os de la ceinture pelvienne, tandis que ce qu'on appelle communément le bassin, ça va être l'ensemble des deux os coxaux, donc celui de droite, celui de gauche, plus le sacrum, qu'on voit ici en deux, plus le coccyx. Le coccyx qui est soudé au sacrum, qui est juste en dessous. Là, on ne le voit pas très bien. Ok, donc, attention à bien noter cette différence. Donc ça, c'est une planche qui est assez facile lorsque vous ferez ces cours plein de fois. C'est vraiment une planche très, très basique. Là, vous avez tous les segments principaux du membre pelvien. Je pense que vous n'avez même pas besoin de l'apprendre, vous la connaissez déjà. Voilà. L'os coxal. L'os coxal, c'est un os qui est plat, qui est pair et qui est asymétrique. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'histoire entre les os plats, les os longs et les os courts. Et ça va bien comprendre parce que dans ce cours, on va voir plein de caractéristiques des os. On va voir que ces termes vont revenir souvent. Donc,
Je répète, les os longs sont des os qui ont une dimension, comme par exemple la longueur, qui est beaucoup plus élevée que la largeur et l'épaisseur. Les os plats, ce sont des os qui ont deux dimensions qui sont équivalentes et qui sont plus grandes qu'une troisième dimension. Par exemple, la longueur et l'épaisseur qui sont équivalentes mais qui sont plus grandes que l'épaisseur. Ensuite, vous allez avoir les os courts qui vont avoir les trois dimensions qui vont être équivalentes. Par exemple, vous allez avoir les os longs, enfin, vous allez avoir la longueur qui va être équivalente à la largeur, qui va être elle-même équivalente à l'épaisseur. Ensuite, c'est un os qui est pair, donc de chaque côté, qui est asymétrique. Ces trois caractéristiques-là sont bien à apprendre. Vous allez avoir plein de pièges dessus en QCM, donc je vous conseille de les apprendre. Ok. L'os coxal, donc c'est l'unique os de la ceinture pelvienne. Attention, petite différence avec la ceinture scapulaire du membre thoracique, qui, elle, jusqu'alors, on disait qu'elle était constituée de deux os. Ok. Donc, l'os claviculaire, donc la clavicule, et la scapula ou l'omoplate dans l'ancienne nomenclature. Là, l'os coxal, ça va être l'unique os de la ceinture pelvienne. C'est uniquement cet os-là qui va lier le membre pelvien au squelette axial. Cet os coxal, il a une forme de sablier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un sablier, mais là, vous avez une petite analogie pour comprendre la suite. Donc, l'os coxal est analogue à un sablier, avec une partie supérieure qui va être oblique, donc en avant et en dehors, avec une partie moyenne qui va être rétrécie et qui va comporter dans sa partie latérale ou extérieure, c'est pareil, la fausse acétabulum, enfin, l'acétabulum qu'on va voir tout à l'heure, qui permet de lier la tête fémorale à l'os coxal, et une troisième partie qui va être la partie inférieure du sablier, et qui va être, elle, oblique en avant et en dedans. Donc, il faut bien comprendre l'histoire d'obliquité, où c'est, si c'est en avant, si c'est en arrière, si c'est en dedans, etc. Comme je vous l'ai dit, ça tombe tout le temps. Vous allez avoir tellement d'os que vous ne pouvez pas les apprendre par cœur. Vous allez oublier, certainement les oublier. Donc, il faut bien comprendre et pas apprendre par cœur. L'os coxal, c'est un os qui est donc plat et qui présente deux faces, donc une face latérale et une face médiale. En un, vous avez la face médiale et du côté externe, vous avez la face latérale. Vous allez avoir quatre bords, le bord supérieur, le bord antérieur, le bord postérieur et le bord inférieur. Vous allez avoir quatre angles, donc vous allez avoir, on va aller voir tout à l'heure, qui sont-ils ces angles-là. Et sur la face latérale, comme je l'ai dit, vous allez avoir l'acétabulum qui permet de relier la tête fémorale euh, à l'os coxal. L'acétabulum, il va être composé lui-même de deux parties. Une partie qui va être périphérique et qui va avoir une forme semi-lunaire ouverte en bas et qui va comporter du cartilage hyaline. Le cartilage hyaline, vous allez le voir au semestre 2, c'est un cartilage qui est utilisé dans les articulations, okay, dans les articulations synoviales. Les os sont recouverts donc de cartilage hyalin, comme c'est dit dans votre polycopier. Et ce qui n'est pas recouvert par le cartilage hyalin au sein de l'articulation synoviale va être recouvert par la membrane synoviale. Je vous ai fait un petit rappel de votre cours d'ostéologie. Donc, pour revenir à l'estabulum, il a une partie périphérique semi-lunaire ouverte en bas, recouverte de cartilage hyalin, et une fosse acétabulaire qui est centrale, qui est profonde, qui, elle, n'est pas destinée à accueillir la tête fémorale, et qui donc ne contient pas de cartilage hyalin. Donc, l'os coxal, comme on l'a dit, il a quatre bords. Le bord antérieur va être formé de l'épine antéro-supérieur. Ok, là, j'ai une petite erreur, mais c'est EIAS. Ok, épine antéro-supérieur. On va dans l'ordre. Donc, voici l'os coxal ici. Ça, c'est une des planches les plus longues du polycopier. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir tous les cours des planches comme ça. C'est une planche qui est compliquée à apprendre, mais comme je vous l'ai dit, vous ne l'apprenez pas une fois. Je vous l'ai mis pourquoi? Parce que c'est des planches qui tombent. Ok, c'est pas, je ne l'ai pas mis pour vous faire chier ou quoi, c'est vraiment parce que ça tombe. En QCM surtout, maintenant en anal, ça tombe plus trop les planches. Mais voilà, je vous l'ai mis donc ça tombe. Et en plus, pour vous illustrer ce qu'on va faire, la suite de ce qu'on va faire. Donc, le bord antérieur, il va comporter plusieurs segments. Ok. Vous allez avoir le bord antérieur. Sur le bord antérieur, vous allez avoir l'épine iliaque antéro-supérieure en un. Ensuite, vous allez avoir l'échancrure innominée. Donc, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une échancrure. C'est voilà, un fossé, un creux, comme on le voit en deux. C'est l'échancrure innominée. Ensuite, vous allez avoir toujours dans l'ordre de haut en bas pour le bord antérieur de l'os coxal l'épine iliaque antéro-inférieure. Donc, comme son nom l'indique, elle est antéro-inférieure. Ensuite, vous allez voir l'échancrure du muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas, ce n'est pas un muscle que vous allez voir cette année. Donc,
faut juste retenir que là, il y a l'échancrure, mais il n'y a pas une chose de plus à retenir sur ça. Là, c'est le même os, sauf que là, vous allez avoir une vue intérieure, une vue médiane, et là, vous allez avoir une vue latérale. Donc, épiniaque antéro-supérieur, échancrure du nommier, épiniaque antéro-inférieur. Ensuite, vous allez avoir l'échancrure du muscle iliopsoas ici en 4. En 5, vous allez avoir l'éminence iliopectinée. En 6, vous allez avoir le pecten du pubis. En 7, vous allez avoir le tubercule pubien. Et en 8, l'angle du pubis. À savoir que tous ces noms, c'est juste des choses à apprendre. Si vous voulez essayer de chercher la compréhension, allez-y. Mais sachez qu'en QCM, on n'ira pas plus loin, on ne va pas vous piéger sur les noms. À la limite, on peut vous inverser le truc. Mais voilà, ne vous cassez pas la tête, ne passez pas 10 heures à apprendre enfin, d'où vient l'étymologie de ci ou de ça. Mais c'est des choses qui sont relativement faciles si vous voulez aller les chercher. Donc, ensuite, pour ce qui est du tubercule pubien, il est palpable. Sachez que pour le scoxane, vous allez avoir trois parties qui vont être palpables. Vous allez avoir le tubercule pubien ici en 7. Vous allez avoir la crête iliaque ici en 9. Vous allez avoir en 1 l'épiniaque antéro-supérieur. Ok, ce sont les trois parties qui sont palpables de l'os coxal, c'est-à-dire que vous pouvez toucher. Vous pouvez sentir si vous touchez. Ensuite, pour le bord postérieur, vous allez avoir l'épine iliaque postéro-inférieure, toujours aussi intuitif. Entre l'épiniaque postéro-inférieur et postéro-supérieur, vous allez avoir l'échancrure interépineuse, ici en 14. Ensuite, la grande échancrure ischiotique en 16. En 17, vous allez avoir l'épine sciatique. En 18, vous allez avoir la petite échancrure ischiotique et la tubérosité ischiotique en 19. À noter plusieurs choses, c'est que l'épine sciatique ou ischiotique, c'est synonyme déjà, c'est elle qui va être au même niveau que la vessie et que le col de l'utérus. Donc, pareil pour le foramen obturé. Là, vous avez le foramen obturé, c'est un foramen, donc c'est un trou. Celui-ci va être au même niveau que la vessie et que le col de l'utérus. C'est dit dans le polycopie, ça tombe parfois, donc il faut avoir un petit peu ce repère-là. Autre chose, ici en 19, vous avez la tubérosité ischiotique. Cette tubérosité ischiotique, c'est sur celle-ci qu'on se repose lorsqu'on s'assoit. Okay. Ensuite, on continue. Le bord supérieur, lui, il va être formé de la crête iliaque qui va de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine iliaque postéro-supérieure. Et pour finir, vous allez avoir le bord inférieur qui va être formé par la branche ischio-pubienne. Okay, ischio-pubienne, donc c'est toute cette branche-là. Et les quatre angles. Okay, les quatre angles, ça va être l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-supérieure, la tubérosité ischiotique et l'angle pubien. Ça va être ça les quatre angles de l'os coxal. De face, on les a vus. Et voilà. Là, on va passer à une analyse du cours qui est tombée en 2020, donc en décembre 2020. L'os coxal est un os plat, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, parfait. L'os coxal est un os asymétrique, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai aussi. L'os coxal dans son bord supérieur à la crête iliaque. C'est vrai. Non, je crois que c'est C'est vrai faux. aussi. Pourquoi c'est faux? Là, je confondu avec l'épine. Ah, ouais. Enfin, vous avez les épines et les crêtes. Donc là, en 1, en 13, en 15 et en 3, vous avez les épines. Et ensuite, enfin, en 17 aussi, vous avez une épine. Et là, c'est une crête. Ok, là, ce qu'on voit là, tout ça, c'est une crête. En 10, là, c'est le tubercule lutéal. Mais c'est pour l'insertion du muscle lutéal. Mais sinon, tout ça, là, c'est une crête. C'est une excroissance. Ok, c'est toute une excroissance. Alors que là, une épine, c'est juste un petit bout pointu qui ressort. Euh, L'os coxal présente à son bord antérieur l'épine sciatique. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux, c'est sur le bord postérieur. Enfin, pas, essayez de visualiser. Mais en gros, là, vous avez l'épine sciatique en 17. L'épine sciatique, ça va être une chose que vous allez beaucoup revoir au S2, ceux qui veulent faire l'SP médecine. Sachez qu'elle est, comme je vous l'ai dit, à la même hauteur que la vessie et que l'utérus. Donc, en soi, si vous retenez, enfin, si vous savez que vous avez l'utérus et la vessie vers le dedans, quoi, c'est forcément l'épine qui est sur le bord postérieur. Okay, parce que tout ce qui est sur le bord antérieur, là, c'est vraiment très proche de la superficie, c'est très proche de la peau.
Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'est essayer de visualiser. La vessie se projette sur le foramen obturé sur une vue de profil. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est une phrase du poli qui est dite telle quelle, mais en gros, lorsque vous avez une vue sur le côté de profil, donc par exemple comme ici, là, on a enlevé tous les organes, mais si jamais on mettait tous les organes avec la vessie compris, on verrait que la vessie serait à cette hauteur-là, donc à la hauteur du foramen obturé, ce qu'on a en 22. C'est ce que dit l'item. Sur une vue de profil, vue latérale, c'est pareil, c'est synonyme. Ensuite, on va passer au fémur. Le fémur, donc, c'est un os qui est long, bilatéral. Donc, l'os long, maintenant, vous savez ce que c'est. L'os bilatéral, pareil, à droite, à gauche. Il a une face qui est antérieure, qui est convexe en avant, une face postéromédiale et postérolatérale. Euh, donc, les os longs, comme je vous ai dit, ils ont une diaphyse et des épiphyses, enfin deux épiphyses. La diaphyse, elle, va avoir une face antérieure qui va être convexe en avant. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, convexe en avant, concave en arrière, c'est pareil. Okay. Alors que si je disais concave en avant et convexe en arrière, pareil aussi. Okay. Donc, à bien comprendre, parce que je pourrais très bien mettre en QCM que la face antérieure du fémur il est concave en arrière. Bah, c'est juste. Okay. Ensuite, il va avoir une face postéromédiale et postérolatérale. À noter que entre la face postéromédiale et la face postérolatérale, il va y avoir une ligne. Okay. Ici, ça va être une ligne intercondylaire qui va bifurquer vers l'épiphyse euh, distale et qui va trifurquer vers l'épiphyse proximale. Comment est-ce que je faisais pour obtenir ça? C'est simple. Il y a un petit moyen mnémotechnique que j'avais appris, c'était durant ma pré-entrée qu'on m'avait donné ça. Quand ça trifurque, enfin, c'est pour le 3. Donc, il y a autant de syllabes dans le mot proximal, donc proximal, tandis que la ligne intercondylaire euh, bifurque à l'épiphyse distale. Ok, distale, il y a deux syllabes. Ça, c'est un petit moyen mnémotechnique. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça tombe souvent. Et à chaque fois, on va vous piéger dessus. On va vous dire, par exemple, la ligne intercondylaire va bifurquer vers son épiphyse proximale. Bah, c'est inverse. Ok, c'est faux. Donc, à bien comprendre et à bien apprendre, là, c'est ce qu'on voit ici. Sur cette image, là, ça trifurque et là, ça bifurque. Ok. Il s'articule en haut avec l'os coxal par la tête et en bas avec le tibia et la patella par la trochlée. Attention à bien noter ça. Il s'articule en haut avec l'os coxal et en bas, il s'articule uniquement avec le tibia et le patella. Okay, il ne s'articule pas avec le fibula. Il y a beaucoup de pièges là-dessus. Il s'articule par quoi? Par la trochlée. La trochlée, normalement, ça doit vous parler. C'est ce qu'on a vu pour l'humérus. Okay, bah, c'est pareil, on a une trochlée. Cette trochlée, elle a deux joues. Sauf que là, pour les deux joues, ben, on est un petit peu plus bavard. On va donner un petit peu plus de caractéristiques. Je vous ai mis cette image-là. Cette image, elle montre les deux joues de la trochlée. Okay, là, on a une vue supérieure. Là, on a l'angle de déclinaison qui est de 15 degrés. Et là, vous avez la trochlée. Là, en 4 et en 5, c'est la trochlée. Là aussi, c'est la patella ou la rotule, c'est synonyme. La joue médiane de la trochlée, donc en 4, va être oblique en avant et en dehors. Et elle va être longue. On dit que la joue latérale va être plus épaisse et elle va être donc oblique. Enfin, on ne donne pas l'obliquité dans le pays, donc on va s'abstenir de le dire. Mais voilà, il faut bien retenir ça parce que ça tombe aussi tout le temps. La joue médiane est plus longue et est oblique en avant et en dehors. Ok, il faut le retenir parce que ça tombe. Le fémur est oblique en bas et en dedans. Donc là, je vous ai mis une petite flèche pour que vous compreniez. Là, c'est très facile à visualiser. En gros, là, vous avez le fémur sur une vue antérieure. Et là, vous voyez que le fémur, si je traçais une flèche qui allait dans le même sens que son grand axe, cette flèche irait vers le bas, okay, là, ici, et vers le dedans, vers le milieu. À savoir que cette flèche, elle a une direction, mais elle a deux sens. Okay, donc, j'aurais très bien pu vous dire que le fémur il est oblique en haut et en dehors. L'item serait tout aussi juste. Okay, là, je vous ai mis les images, donc, enfin, les planches qui tombent, c'est celle-ci, c'est celle-là et celle-là. Ici, on peut voir qu'il y a la tête du fémur. La tête du fémur, comme je vous l'ai dit hier, dans le cours de thoracique, c'est une tête qui représente les deux tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. Okay, donc, si je vous dis 2,5 cm de rayon, c'est juste aussi. Si je vous disais 5 cm de diamètre, c'est juste aussi. Donc, à bien noter.
À noter que cette tête, donc comme je vous l'ai dit hier, c'est de l'os. L'os, c'est un organe qui est vivant. Comme tout organe vivant, il a besoin de nutriments. Ces nutriments, ils sont apportés par des artérioles. Vous allez voir plus en détail en USB, mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que le trou nourricier, donc le trou par où va passer l'artère qui va nourrir la tête fémorale, va passer par le versant postéro-inférieur. Ok. Donc, ça va être à peu près vers là, ici. Vous avez une image dans le poly qui vous la montre. Mais en gros, c'est par là que va passer une artère pour venir irriguer, vasculariser le fémur. Ensuite, toujours sur le fémur, vous avez un col anatomique qui va séparer le massif trochonterien de la tête fémorale. Le massif trochonterien, c'est comme pour l'humérus. Vous avez un grand trochanter en dehors et vous avez un petit trochanter en dedans. À savoir que ce petit trochanter, il est oblique en arrière et en dedans. Ok, c'est une petite pyramide oblique en arrière et en dedans. Donc, en neuf, vous avez la trochlée. En vue postérieure, cette trochlée va donner en arrière des condyles. Et entre les deux condyles, il va y avoir l'espace intercondylaire. Dans cet espace intercondylaire vont passer les ligaments croisés. Ok. C'est tout ce que je voulais dire pour le fémur. Maintenant, on va passer à la patella. La patella, donc, synonyme, c'est rotule. C'est un os qui est un os sésamoïde. Vous avez vu hier les os sésamoïdes. Quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît, ce que ça veut dire qu'un os sésamoïde? Quelle est sa définition? Ce sont Personne? des os inconstants? Les os, pas forcément inconstants, mais parfois ils sont constants, comme hier avec Ah oui, les os pardon. sésamoïdes médial et latéral de l'articulation médiocarpo-phalangienne du pouce. Mais c'est surtout ce qui différencie les os sésamoïdes du reste des os, c'est que ce sont des os qui vont être à l'intérieur de muscles ou de tendons. Ok. C'est ça, les os sésamoïdes. Donc ici, vous avez par exemple le patella qui va être à l'intérieur d'une articulation, enfin d'un tendon. Il est recouvert donc, par toute sa face antérieure par ce muscle, sauf à sa partie postérieure. Pourquoi? Parce que sa partie postérieure, c'est elle qui va s'articuler avec la trochlée du fémur. Donc, elle est directement liée à elle. Elle n'est pas recouverte de muscles du tendon. Cette patella, ou donc rotule, c'est synonyme, elle a une forme triangulaire à base supérieure et avec un apex, une pointe inférieure. Elle a deux faces, donc une face antérieure et une face postérieure qui n'est pas recouverte. La pointe, on dit qu'elle est extra-articulaire, ok? Elle ne fait pas partie de l'articulation. Ensuite, on dit qu'elle a deux bords. Sachez que les bords sont plus épais en haut et plus fins en bas. La face postérieure, comme je vous l'ai dit, était en contact avec la trophée du fémur. Euh, à noter, parce que là, vous allez voir plein de pièges dessus. Donc, il faut bien souligner que la patella s'articule seulement avec la trochlée du fémur et pas avec autre chose. Ok. Écrivez-le bien, faites, je sais pas, entre les deux, ou alors essayez de bien le minimiser, mais vous allez voir souvent ce piège. Pardonnez-moi. Donc, le fémur est oblique en bas et en dehors. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux, C'est faux, Ouais, pourquoi? parce qu'elle est oblique en bas et en dedans, ou en Parfait. haut et en dehors. Parfait. N'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas compris cette histoire de dehors, enfin dehors, en bas, ou je sais pas quoi, parce que c'est très important à comprendre. Vous allez avoir chaque année il y a plein d'items comme ça qui tombent en anal. Ok, c'est à bien à apprendre. L'item B, sa diaphyse présente trois phases. C'est vrai ou c'est faux? c'est vrai. C'est vrai, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez avoir ici euh, une diaphyse et deux épiphyses. Donc, vous allez avoir une diaphyse avec une face antérieure et une face postéromédiale et postérolatérale. Est-ce que vous vous en souvenez aussi pour l'humérus? On avait dit que c'était pareil, sauf que l'humérus, lui, c'était une face antéromédiale, une face antérolatérale, une face postérieure. Ok. En général, je dis bien en général, pas toujours, mais les os longs, donc les os longs qu'on a vu tout à l'heure, sont caractérisés par donc, une diaphyse et deux épiphyses, mais plus encore, leurs diaphyses en général sont toujours triangulaires, ok. De forme triangulaire en coupe transversale.
Soit des fois, ils ont une face antérieure et une face postéro-médiale et postéro-latérale, soit parfois c'est l'inverse, comme avec l'humérus, où ça va être pardonnez-moi, une face antéro-latérale, antéro-médiale et une face postérieure. Donc, c'est une généralité, mais enfin, il y a des exceptions parfois. On va le voir après avec d'autres oiseaux. C'est tout ce que je voulais dire aussi pour la patella. Donc là, on va passer aux autres QCM. Sa diaphyse présente une concavité postérieure, toujours en parlant du fémur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? C'est vrai. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diaphyse du fémur présente sur sa face antérieure, dans le plan sagittal, une convexité antérieure. Ok, ça veut dire qu'elle est bombée enfin, le fémur il est bombé par l'avant. Pourquoi? Parce que il faut porter notre charge. Ok, on est lourd, donc il est un petit peu bombé vers l'avant. À l'intérieur, il a des autres trabéculaires que vous allez voir au S2 qui sont en constant remodelage pour supporter les différences de poids durant notre vie. On va pas avoir les mêmes forces de traction sur cet os-là. Il est toujours en remodelage. Il va être un petit peu bombé. Il va avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici une ligne intercondylaire ici pour supporter un petit peu plus de poids. Donc voilà, c'est un os qui est vraiment accommodé pour porter des charges lourdes comme notre tronc et notre tête et nos membres supérieurs. La tête du fémur représente 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon. C'est C'est vrai ou vrai. c'est faux? Totalement vrai. C'est à bien apprendre, ça tombe tout le temps. Là, c'est des annales, les profs, ils sont pas très méchants, mais sachez qu'en QCM, il y a les tuteurs se gavent avec les pièges dessus. Ok. Donc, apprenez bien les caractéristiques. La joue latérale de la trochlée est plus saillante que la joue médiale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, elle est plus fine, je crois. C'est ça, c'est faux. C'est la joue médiale qui est plus saillante, donc, plus saillante, plus longue et plus fine. Ouais, vous voyez ici sur l'image que je vous ai mise. C'est pour ça qu'il est très important de toujours travailler avec les planches à côté. Sachez que dans le cours, sur cette partie-là, c'était très très flou. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, si vous ne travaillez pas, par exemple, avec cette partie-là, avec le polysoulionnés, et vous lisez la partie sur la trochlée et les différentes joues qui sont plus saillantes, qui sont en avant et en dehors, vous allez vite vous perdre. Ok. Donc, attention dans l'anatomie, à toujours travailler avec ces planches. Maintenant, le tibia. Le tibia, c'est un os qui est long et qui est bilatéral. Ok. Comme tout os long, il y a une diaphyse et deux épiphyses, donc une diaphyse proximale, une diaphyse distale. Sa diaphyse va avoir une face antéro-médiale, une face antéro-latérale et une face postérieure. L'épiphyse proximale a deux surfaces ménoïdes, génoïdales, comme je vous ai dit hier, c'est synonyme. À sa face supérieure, donc elles vont porter les condyles qui vont s'articuler avec les ménisques des genoux. Ok. Vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez tous fait le cours d'ostéologie d'anatomie, c'est le premier cours. On présente ce que c'est que les articulations synoviales. Parfois, à l'intérieur de ces articulations synoviales, on peut avoir ce qu'on appelle des ménisques, comme par exemple dans l'articulation tibiofémorale. Les ménisques, ils vont s'interposer entre les deux surfaces articulaires. Et voilà. Donc, il y a deux surfaces glénoïdes à sa face supérieure. Ces surfaces glénoïdes sont séparées par une aire intercondylaire. Cette aire intercondylaire va avoir une forme de sablier. Donc, je vais juste vous mettre une petite image pour que vous voyez bien ce dont je parle. Mais voilà. Ici, vous allez avoir l'aire intercondylaire. Donc, voilà une vue supérieure du tibia. Ici, c'est les deux surfaces glénoïdes. Entre les deux, vous allez avoir les aires intercondylaires en forme de sablier. Okay. Ici, vous allez avoir deux tubercules, les tubercules glénoïdes. Et ici, ça va. Donc, il va y avoir un rétrécissement. Et de chaque côté, en avant et en arrière, les surfaces intercondylaires vont devenir triangulaires, ce qui donne au total une forme de sablier. Voilà. Ensuite, il y a le tubercule de Gerdy sur sa face antérieure. Donc, voici l'épiphyse proximale. On va dire que ça va être toute cette partie-là, l'épiphyse proximale.
L'épifice proximal, vous allez avoir ici donc, les surfaces glénoïdes, ici la tubérosité tibiale en 4. En 15, vous allez avoir le tubercule des Jardis. Qu'est-ce que c'est le tubercule des Jardis? Le tubercule de Jardis, c'est donc, comme son nom l'indique, un tubercule où va s'insérer le ligament patellaire. Ok, donc vous allez avoir le patella. Le patella, il va émettre un ligament qui va aller se lier à ce tubercule. À noter qu'un ligament est un moyen d'union entre deux surfaces osseuses ou cartilagineuses. Ok, c'est ça un ligament. Tandis qu'un tendon, c'est un moyen d'union entre un muscle et un os. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dit dans le cours d'ossologie, donc travaillez bien ce cours-là. Il y a une surface articulaire fibulaire sur la face postérieure de l'épiphyse proximale. La voici en œuvre. Cette surface articulaire fibulaire est destinée à s'articuler avec le fibula, qu'on va voir tout à l'heure. C'est une surface donc, qui regarde en bas, en arrière et en dehors. Vous allez voir tout à l'heure que le fibula il est en arrière et en dehors du tibia. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une petite analogie, donc, comme je l'ai dit au début de cours, avec le cours de membre thoracique. Vous allez avoir la cuisse qui va comporter qu'un seul os, qui est le fémur, comme le bras qui comportait qu'un seul os, qui était le fémur. Ensuite, vous avez l'avant-bras qui comportait l'ulna en dedans et le radius en dehors. Ben là, c'est pareil avec la jambe qui va comporter le tibia en dedans et le fibula ou le péroné en dehors. La diaphyse du tibia a une face antéromédiale. Cette face antéromédiale, elle est subcutanée. Donc, essayez de toucher votre jambe. Vous allez sentir que le tibia, sur sa face antéromédiale, va être subcutané. Okay, vous allez directement sentir l'os. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de muscle. Or, ce sont les muscles qui sont richement vascularisés, qui sont richement irrigués en vaisseaux. Donc, si vous vous coupez à cet endroit-là, si vous vous ouvrez, il y a un risque d'ostéite. Qu'est-ce que c'est l'ostéite? C'est une inflammation de l'os. Ensuite, la diaphyse du tibia a une face antérolatérale. Cette face antérolatérale, comme vous pouvez le voir ici en 7, au début, elle est à peu près au même niveau que la face antéromédiale, sauf que plus elle descend vers le bas et plus elle tend à devenir uniquement antérieure. Okay, donc, elle est antérolatérale, mais vers le bas, elle devient uniquement antérieure. La face postérieure de l'épiphyse proximale porte la ligne d'insertion du muscle solaire. Donc, vous voyez ici, cette ligne d'insertion, elle est oblique en bas et en dedans. OK, ici. Vous tracez une flèche ici, vous verrez que ça fait une ligne oblique en bas et en dedans. Le tibia s'articule donc avec avec le fibula à ses deux extrémités. Donc ici en 9 et aussi à un autre endroit ici dans l'épiphyse distale qu'on ne le voit pas sur ce schéma, mais ça existe. Il s'articule avec le talus étant un os du tarse, donc un os du pied. C'est avec celui-ci que va s'articuler le tibia. Ensuite, le tibia va comporter une malléole tibiale. Qu'est-ce que c'est une malléole tibiale? C'est l'excroissance qu'on sent lorsqu'on touche la cheville. Vous savez, lorsqu'on touche nos chevilles, on a des espèces de bosses de part et d'autre de la cheville. La bosse qui est en dedans, donc la malléole médiale, synonyme, c'est la malléole tibiale, c'est une excroissance, donc un processus du tibia. Tout à l'heure, on verra que le fibula aussi, c'est lui qui forme la malléole fibulaire latérale, donc la grosse bosse qu'on touche lorsqu'on touche notre genou par en dehors. Cette bosse-là, cette malléole-là fibulaire est plus grande, plus volumineuse, plus basse, plus postérieure que la malléole tibiale. Voilà, c'était tout pour le radius. C'est un os qui n'est pas très compliqué à apprendre, ok? Vous allez juste, peut-être, vous aurez du mal à visualiser cette ligne, la ligne du muscle solaire. En gros, là, on est en vue postérieure d'un fibula droit, ok? Donc, essayez de vous imaginer la position anatomique conventionnelle. Là, on trace une ligne oblique parallèle à cette ligne-là. On va se rendre compte qu'elle va être oblique en bas et en dedans, ok? Donc, attention à bien retenir ça. On passe au QCM. Donc, le tibia s'articule avec le fémur et la fibula. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est totalement vrai.
Il s'articule avec le fémur en haut par les surfaces grénoïdes par le biais des ménisques et il s'articule avec le fibula de part et d'autre, ces deux extrémités, donc ces deux épiphyses. À noter une chose, c'est que le fibula, déjà le tibia ne s'articule pas avec la patella, donc ça je vous le répète, mais ça tombe souvent, donc attention à bien le noter. Première chose. Et deuxième chose, c'est que le fibula non plus ne s'articule pas ni avec le, la patella, ni avec le fémur. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on voit une image, comme l'image du début par exemple, on se rend compte que le fibula n'atteint pas l'articulation entre le tibia et le fémur. Ok, elle s'arrête juste avant. Elle s'arrête ici, au niveau de la surface articulaire fibulaire du tibia. Ok, là on le voit ici exactement. Donc le fibula il ne s'articule ni avec le patella ni avec le fémur. Il s'articule uniquement non. En gros, il s'articule seulement avec le tibia. Et en bas, on va le voir tout à l'heure avec le talus. Donc le fibula, nous voici. Le fibula, c'est un os qui est long. Ok. Comme tout os long, il va présenter une diaphyse et deux épiphyses. L'épiphyse proximale va comporter une tête et un col. L'épiphyse distale va aussi comporter, donc, comme je vous l'ai dit, une malléole. La diaphyse, euh, la diaphyse qui, elle, est grêle et verticale. Okay. Grêle, c'est-à-dire qu'elle est fine, elle est mince et elle est verticale. Okay. Elle n'est ni penchée, ni oblique, quoi que ce soit. Euh, le fibula, il est en bas et en arrière du tibia. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous imaginez bien la surface articulaire fibulaire du tibia, ben, c'est forcément que le tibia, il est en arrière et en dehors du tibia. La malléole latérale fibulaire, synonyme, ok, malléole latérale et malléole fibulaire, c'est synonyme. Elle est plus longue, elle est plus basse, elle est plus volumineuse que la malléole tibiale. Ça tombe beaucoup, donc là, je pourrais très bien vous dire plus longue, mais elle est moins basse, donc c'est faux. Attention à noter ça. Dernière chose qui est un repère qui tombe assez souvent en QCM, c'est un nerf. C'est le nerf fibulaire commun. Le nerf fibulaire commun, c'est un nerf qui va contourner par en dehors le col fibulaire. Donc, c'est juste ça. On le voit ici en 4 dans cette planche ici. Là, ici, en 7 vous allez avoir la surface articulaire avec le talus. Là, en 6 vous allez avoir la malléole. Ici, en 5 une gouttière. En 2 vous allez avoir la tête. Et en 3 vous allez avoir le col. Là, c'est toujours pareil. En 1 une surface articulaire avec la surface articulaire fibulaire du tibia. Ce 1-là, il va s'articuler avec ce 9-là. Pour ce qui est du fibula, vous n'allez pas avoir de QCM tout seul pendant l'année. Vous allez avoir peut-être en annale un item sur le QCM qui va parler du fibula, mais je n'ai pas trouvé de QCM ou d'annale qui parle du fibula à lui seul. Donc, est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Non? Ok. Non, c'est bon. Pardon. Ah. Moi, j'ai juste une question. J'ai pas compris l'histoire de la malléole latérale. Ok. En gros, ce sont des excroissances, ce sont des processus. En gros, tu vas voir ton tibia et ton fibula qui vont avoir ici des malléoles. Les malléoles, donc, comme je te l'ai dit, ce sont des excroissances et ça va être ça qui va protéger l'articulation du genou, de la cheville, pardon. Tu sais, quand Ok. tu touches ta cheville, bah, tu as tes deux bosses de part et d'autre de la cheville. Bah, c'est ça, les malléoles. En dehors, tu as la Ok. malléole fibulaire et en dedans, tu as la malléole tibiale. J'espère que c'est plus clair. Oui, c'est N'hésitez bon. pas si vous avez des questions, de rien. Merci. Donc, le tarse, maintenant on va passer au tarse. Hier, je vous ai parlé du carpe. Ok. Là, encore pareil, vous allez avoir plein de pièges dessus. Entre tarse et carpe, ce n'est pas la même chose. Vous allez avoir plein de pièges. Il faut lire doucement lorsque vous avez ces pièges. Lorsque vous serez aguerri, vous aurez fait QCM, vous allez voir que c'est un mot-clé que vous allez rechercher souvent en QCM parce que c'est un piège auquel il faut s'attendre. En tant que tuteur, on va vous piéger entre tarse et carpe, entre métatarse et métacarpe. Le carpe et le métacarpe, c'est pour le squelette de la main. Le tarse et le métatarse, c'est pour le squelette du pied. Donc,
Si vous vous souvenez bien, le squelette de la main, il est fait, on l'a vu hier, il est fait du carpe, du métacarpe et des phalanges. Le squelette du pied, il est fait, lui, du tarse, du métatarse et des phalanges. Le tarse, à la différence du carpe, est composé de 7 os. Ok. Par contre, l'analogie qui peut être faite avec le carpe, c'est que ces os, ils sont tous les deux rangés, en deux rangées. Ok. Pour le carpe, c'était une rangée proximale et une rangée distale. Pour le tarse, ça va être le tarse antérieur et le tarse postérieur. Il y a 7 os. Les 7 os, donc, comme je vous l'ai dit, sont divisés. Le tarse postérieur qui va être formé du calcaneus, du calcaneum, c'est synonyme. Vous l'avez ici en deux, le calcaneum ou calcaneus, c'est pareil. Et du talus. Attention, vous avez, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pièges aussi sur cette partie-là. Le calcaneus, c'est l'os du talon, et le talus, c'est l'os qui va relier le reste de la jambe avec le pied. Même, c'est un nom qui est trompeur, ok? Talus, ce n'est pas l'os du talon. Vous allez avoir ce piège-là, ce n'est pas l'os du talon. L'os du talon, c'est le calcaneus. Le talus, lui, il va se charger de départager le poids du corps qu'il va recevoir tout entier entre le calcaneus par sa tubérosité postérieure. C'est d'ailleurs sur celle-ci qu'on se repose. Ok, lorsqu'on marche, on marche sur cette tubérosité-là. Et va aussi distribuer le poids de notre corps à l'os naviculaire. Ok, on va le voir maintenant. Donc, tarse postérieur, il est formé du calcaneus et du talus. Et le tarse antérieur, il va être formé de l'os naviculaire ici en 3, de l'os cuboïde en dehors qui est ici en 11, et des 3 os cunéiformes. Voilà. Ici, on le voit très bien. Donc, là, en 12, vous allez avoir le talus. Ici, en 13, le calcaneus. En 9, l'os naviculaire. En 10, le cuboïde. Donc, il a une forme de cube, c'est facile à prendre. Ici, naviculaire, il a une forme de navire. Calcaneus et talus, bah, il faut juste pas inverser le truc, ok? Et là, les 3 os cunéiformes. Ils n'ont pas de nom particulier, c'est 3 os cunéiformes. À la limite, vous pouvez dire médial, moyen et latéral, mais voilà. Les os du dard, ce sont tous des os courts, ok, comme les os du cap. Ce sont des os qui ont les 3 dimensions qui sont équivalentes. Ce sont des os courts, tous. Dans le polycopie, vous avez une description pour chaque os. Moi, je ne l'ai pas faite. Il n'y a pas trop de pièges sur ça. Il n'y a pas trop de questions non plus d'ailleurs sur ça. On demandera vraiment la généralité. En anal, bien sûr. C'est une autre histoire. Le tarse, donc, comme je vous l'ai dit, il est divisé. Là, vous avez cette petite planche-là qui est à apprendre. La petite planche, comment est-ce que vous faites pour vous repérer, pour savoir si ça, c'est le 5e doigt ou c'est le premier, enfin, c'est le dernier métatarse ou le premier. La numérotation se fait toujours de dedans en dehors, suivant le beau orteil. Ok. Ensuite, toujours le pouce, on va dire. Donc, en position conventionnelle, pour la main, le pouce, il est en dehors. Donc, la numérotation se fait de dehors en dedans. Donc, le premier métatarse, ça va être le premier métacarpe, ça va être celui du pouce. Tandis que la numérotation du tarse, étant donné qu'elle va suivre le gros orteil, elle va se faire de dedans en dehors. Ok. Donc les métatarses sont numérotés de 1 à 5, de dedans en dehors. Là, ici, vous voyez que le plus gros orteil, c'est celui-ci, c'est celui qui est en 7. Donc vous savez que ça, c'est le premier métatarsien en 7. Et là, c'est le dernier métatarsien. Ok. Je dis ça parce qu'on pourrait me piéger en QCM, c'est déjà arrivé. Ici, je vous dis que le 8, c'est le premier métatarsien. Ok, il va falloir se repérer. Ici, vous avez le métatarsien. Vous savez que plus c'est gros et plus c'est l'orteil. Enfin, le plus gros, c'est l'orteil. Et le plus petit, c'est le petit doigt. Il n'y a pas de nom dans le polycopier pour les noms de chaque doigt des pieds, comme dans celui des mains. Ok. Donc voilà, on les appelle juste par leur numéro. Annales de décembre 2021. Parmi ces différents os, lequel appartiennent au tarse antérieur. L'os naviculaire appartient ou pas au tarse antérieur? Oui, Il appartient en effet. Le talus, est-ce qu'il appartient au tarse antérieur? non, Il n'appartient pas au tarse antérieur. Il appartient au tarse postérieur. Le tarse postérieur, il est formé que de 2 os. Donc, l'os naviculaire, enfin, pardonnez-moi, l'os enfin, le calcaneus tout court et l'os du tarse. Et le tarse antérieur, ben là, on va voir, est-ce qu'il est fait de l'os cuboïde ou pas? Le tarse antérieur.
Est-ce qu'il comprend l'os cuboïde? Personne peut répondre? Non? Vous ne savez pas? Euh, bon, si vous ne savez pas, on va remettre justement l'image. Voici donc, comme je vous ai dit, le tarse. Le tarse, ça va être de là jusqu'à là. En 13, vous avez le tarse, enfin, le calcaneus, et en 12, le talus, qui vont former le tarse postérieur. Et en 9, en 10, en 6, en 7, en 8, vous avez le tarse antérieur. Ces deux tarses vont être reliés entre eux par l'articulation de Chopard. Bon, ça c'est dit dans Poly, mais c'est pas très important. En 9, donc le tarse antérieur, il est formé de 9, qui est l'os naviculaire, de 10, qui est l'os cuboïde. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cuboïde, il a une forme de cube. Et les trois os cunéiformes, 6, 7, 8. Ok. Donc, si je vous demande est-ce que l'os cuboïde fait partie du tarse antérieur, bah, la réponse est vrai. Ok. Même lorsque vous n'avez pas les réponses, essayez de répondre quand même, parce que comme je vous ai dit, lorsque vous vous trompez, lorsque vous faites des erreurs, vous allez mieux apprendre. Je dis ça par expérience, non pas pour vous, non pas pour, je sais pas, pour vous mentir ou quoi, mais vraiment, je me rappelle que lorsque je faisais des erreurs, j'apprenais mieux que lorsque je restais, enfin, je disais rien, quoi. Est-ce que les 5 os métatarsiens font partie du tarse antérieur? Oui. Oui, non? C'est faux. Vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, le squelette du pied qui est formé du tarse, du métatarse et des phalanges. C'est ça le squelette du pied. Si je vous dis, si je vous demande, donc, est-ce que la question revient à te demander si le métatarse fait partie du tarse? Ben non, c'est faux. On distingue le tarse, le métatarse et les phalanges. Attention à bien faire la différence. Ensuite, est-ce que le lunatum fait partie du tarse antérieur? Non. Non. Vous allez avoir parfois des items comme celui-ci où le prof va inventer des trucs pour voir si vous suivez, enfin, si vous avez appris les noms, etc. Le lunatum, c'est un os du cap. Est-ce que vous pouvez me rappeler s'il fait partie de la rangée proximale ou distale? Qui le sait? Proximal, non? Oui, c'est proximal. C'est scaphoïde lunatum. Donc, vous avez vu, le prof là veut jouer sur votre attention. Attention aussi, une autre chose, c'est que dans le cours, pour l'os naviculaire, on donne un autre nom, un synonyme, c'est l'os scaphoïde. Comme pour la rangée proximale, le premier os de la rangée proximale du quart, le 9 ici porte le même nom, ok, l'os scaphoïde. Ok, donc, mais là, on ne vous a pas demandé, donc, mais voilà, je tenais quand même à vous tenir au courant. C'est un nom que vous allez retrouver dans votre poly, ok, donc à bien le retenir parce que parfois ça peut tomber en QCM. Ensuite, je vous ai mis encore une autre annale. Cette fois-ci, c'est un petit peu une annale sur tout le long pelvien à peu près. Donc, de décembre 2022. Est-ce que le col anatomique du fémur relie la tête fémorale au massif trochanterien? Hmm. C'est Pourquoi c'est vrai. faux? C'est totalement vrai. Vous allez avoir la tête du fémur qui va être reliée au grand trochanter et au petit trochanter par le col fémoral. À noter que le col fémoral ou le col anatomique, c'est synonyme. Ok. Le fémur présente dans le plan frontal une diaphyse orientée vers le bas et l'autre dedans. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est totalement vrai. Dans le plan frontal, c'est-à-dire que lorsque vous voyez le devant, c'est orienté en bas et en avant, donc c'est totalement vrai. L'extrémité distale du fémur s'articule avec la fibula. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Oh, Totalement faux, vous avez raison. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut bien faire attention à ça. Le fémur ne s'articule qu'avec trois os, l'os coxal, le patella, la patella et le tibia. La fibula ne s'articule qu'avec le tibia et le talus. Ok. Le fémur et le fibula ne s'articulent pas entre eux. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans les planches, le fibula, il s'arrête trop bas. Il ne monte pas jusqu'à l'articulation tibio-fémorale. Ok. Là, on le voit ici. Euh, là, en 6, le fibula s'arrête avant. C'est un item qui tombe souvent, donc à bien apprendre. Le tibia a une face antéromédiale directement sous la peau et les tissus subcutanés.
C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Totalement vrai. Rappelez-vous tout à l'heure de ce que je vous ai dit. Le tibia, il est directement à la face intermédiaire est directement en contact avec la peau parce qu'il n'y a pas de muscle entre les deux, ce qui accroît le risque d'ostéite. L'ostéite est une inflammation de l'os. Juste une dernière chose, retenez bien quelles sont les faces, etc. Vous avez en gros trois os longs pour le cours de l'ombre thoracique et de l'ombre pelvien qui ont des faces où il faut bien les apprendre. Vous avez l'humérus qui est une face antéromédiale, antérolatérale et postérieure, le tibia qui est une face antérieure, une face postéromédiale et postérolatérale, et le tibia qui est une face antéromédiale, antérolatérale et postérieure. Okay, donc le tibia et l'humérus, à peu près, enfin, ils ont à peu près les mêmes faces qui se ressemblent. Ils ont la même forme. Okay, dernier item, le talus est situé sous le calcaneus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est faux. Non, c'est C'est vrai. faux. C'est faux. C'est là justement le piège. Le prof lui voulait piéger sur Talus en pensant que beaucoup de gens retiendraient que le Talus c'est l'os du talon. Donc il a totalement faux. Enfin, le terme est totalement faux. Le Talus c'est celui-ci, c'est l'os en un. Il est au-dessus du calcaneus qu'on voit ici en 2. Le calcaneus c'est l'os du talon et le Talus c'est l'os qui va relier au-dessus du calcaneus qui va relier le reste du corps au pied. Voilà pour ces annales. Maintenant, on va faire la dernière partie du cours. Donc, le métatarse et les phalanges. Les métatarses, donc, comme je vous ai dit, sont numérotés de dedans en dehors. Ce sont des os longs. Donc, comme tout os long possède des épiphyses et une diaphyse, à savoir qu'entre chaque os long, il va y avoir un espace interosseux, donc qui va être divisé par quatre espaces interosseux. Ici, vous voyez, premier espace, deuxième, troisième, quatrième. Donc, il y a quatre espaces interosseux pour les 5 métatarses. Il y a 3 phalanges pour chaque orteil, sauf pour le premier qui n'en a que 2. Okay, c'est pareil que la main. La main, on avait aussi dit que la main, chaque doigt comporte 3 phalanges, sauf le pouce qui ne comporte que 2 phalanges. Je vous rappelle la définition d'une phalange. La phalange, c'est le segment osseux des doigts. Okay, les segments osseux des doigts. Donc, il faut aussi retenir qu'il y a une inversion de la numérotation des doigts, du pied ainsi que de la main. En gros, de la main, c'est de dehors en dedans et du pied, c'est de dedans en dehors. Et dernière chose à retenir, c'est que la phalange, enfin, les phalanges en général du pied sont plus petites que celles des mains. Cependant, il peut quand même y avoir des transplantations. Par exemple, des fois, il peut y arriver que des personnes se coupent le pouce. Ce qu'on peut faire, c'est on va le remplacer par le gros orteil. Okay, ça arrive parfois, on le fait en chirurgie. Ensuite, dernière annale pour ce cours, et ensuite je vous laisse. Annale de 2018, donc le 1, c'est le talus, c'est l'os, c'est faux. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Le 2 est le cuboïde. C'est faux. Totalement faux. C'est le calcaneus. Le cuboïde, ici, on le voit en 11. Ok, il est là, le cuboïde. Numéro 11 est l'os naviculaire. C'est faux. Ok, l'os naviculaire ici, C'est le 3. c'est le 3 exactement. Là, ici, vous avez le cunéiforme médial. Là, vous avez le naviculaire. Là, vous avez le talus. Là, vous avez le calcaneus. Ici, en 11, vous allez avoir le cuboïde. Numéro 3, le cunéiforme médial. C'est faux. C'est faux, c'est le naviculaire. Numéro 7 est le premier métatarsien. C'est vrai. Totalement vrai. Euh, à noter, donc ici, on le voit on le voit à peine, mais vous allez avoir aussi le cunéiforme moyen juste après, mais il n'y a pas de flèche pour ça. Là, ici en 10, c'est une structure dont on n'a jamais entendu parler en anal, ça tombe jamais. Sustentaculum tali, ça tombe pas. C'est un truc qu'on a du mal à visualiser, ça tombe pas très souvent. Donc ne perdez pas trop de temps dessus pour ceux qui voulaient savoir. Maintenant, pour ce qui est des annales de mon année, donc comme je vous ai dit hier, on n'a pas d'annales nous pour notre année. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, je me souviens de l'annale qui était tombée à mon année, donc c'était une annale sur le fémur. Vous allez avoir les annales qui vont être distribuées par la fac, comme je vous l'ai dit, dans quelques semaines. Vous allez pouvoir voir mon annale, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas de disposition
cette feuille. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on avait un seul QCM sur le membre pelvien et ce seul QCM portait sur le fémur. Tandis que le membre thoracique avait eu droit à 4 QCM. Donc, vous allez voir quand vous allez attaquer les annales qu'il y a une disparité entre le nombre de cours et le nombre de QCM. Ok. Donc, ce n'est pas parce qu'un cours fait ce n'est pas parce qu'un chapitre fait 4 cours que c'est forcément 4 questions qui vont tomber et pas forcément parce qu'un cours que vous allez revoir en 2 heures, il ne va tomber qu'une seule fois en annale. Ok. Vous pouvez avoir 2, 3, 4 questions dessus. Donc, je vous remercie pour ce live. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et une bonne soirée. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci aussi. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Soirée. Ciao. Si vous voulez me poser des questions, vous les posez soit ici, soit sur WhatsApp. Merci, au revoir. Au revoir.